Rentrée solennelle 2023-2024 des cours et tribunaux après les vacances judiciaires. Ce demain jeudi 7 décembre, sous la présidence du chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, le colonel Assimi Goïta. Le sens, la portée et les thèmes de cette rentrée des cours et tribunaux dans ce journal avec le secrétaire général de la Cour suprême. Le nouveau gouverneur de la région de Kidal, général de division Elhadji Gamou, a prêté serment ce mercredi au tribunal de grande instance de Kidal, transporté dans la région de Gao. Face au président du tribunal, le gouverneur entrant s'est engagé à faire respecter les décisions gouvernementales dans la 8e région administrative du Mali. L'ONG Direct Aid au secours des populations de la région de Badjangara, elle vient de procéder à la distribution gratuite des vivres et des non-vivres à 400 déplacés internes de la localité. Au foot féminin match retour Guinée-Mali, les Aigles dames ont validé leur ticket en battant le Sili dames de la Guinée 3-0. C'était hier lors du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine jouée au Sénégal. Vous servir est un réel plaisir pour nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 6 décembre 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a procédé à des nominations et entendu des communications. Le contenu de ce conseil avec vous, Ibrahim Djombele. Bonsoir. Bonsoir, Fousséni Tunkara, mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous allons directement avec le chapitre des mesures individuelles. Le Conseil des ministres qui a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés disponible sur le site web du secrétaire général du gouvernement, c'est le www.pitre des communication sur le rapport du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative au programme national d'éducation cadre de la transition politique en cours à sortir de la crise multiforme pour construire l'État déliquescent et rebâtir la nation. C'est dans l'esprit de poser les jalons d'un Mali nouveau que le président de la transition, chef de l'État, a instruit le gouvernement d'élaborer un programme d'enseignement d'éducation civique et patriotique sur le respect des valeurs et la bonne gestion du bien public. Les autorités de la création des valeurs sociétales et républicaines qui tiennent compte de la vision de la refondation centrée sur l'émergence des citoyens de type nouveau, respectueux de l'autorité, de l'ordre et du mérite. Ce processus d'appropriation est mis en œuvre à travers la conception de la charte d'éthique et des valeurs et l'opérationnalisation d'un programme d'éducation aux valeurs. Le présent programme a été élaboré suivant une approche basée sur un diagnostic rigoureux de la situation en vue de déterminer le cadre référentiel du système de valeurs en ciblé, les objectifs à assigner, la stratégie et les modes d'intervention à adopter et les actions à mettre en œuvre pour aboutir aux résultats escomptés. Le programme est articulé autour des axes stratégiques suivants: promotion de l'éducation civique, morale et patriotique, création d'espaces rationnels et sociopolitiques, amélioration de la synergie d'action entre les acteurs institutionnels. Le programme national d'éducation aux valeurs est mis en œuvre à travers des plans d'action quinquennaux dont le premier couvre la période 2024-2028 et financé par l'État, les collectivités territoriales et le secteur privé. La mise en œuvre du programme national d'éducation aux valeurs permettra de promouvoir une éducation civique, morale et patriotique basée sur le respect des valeurs et la bonne gestion des affaires publiques. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 8e session de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Niger. La 8e session de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Niger se tiendra à Bamako du 20 au 22 décembre 2023. Elle s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale pour la hisser à la hauteur des relations stratégiques et des attentes légitimes des peuples au plan politique, économique, socioculturel et d'accroître les échanges mutuels dans tous les domaines pour répondre aux aspirations des deux peuples.
des accords de coopération existants et d'identifier de nouveaux axes de coopération. Cette 8e session se tient dans un contexte marqué par la signature le 16 septembre 2023 de la charte de l'Iptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel dont l'objectif vise à établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 5e session ordinaire du Conseil des ministres de Wascal. Wascal est un centre de services climatiques à grande échelle axé sur la recherche pour améliorer la résilience des systèmes humains et environnementaux face au changement climatique et à la variabilité accrue. Pour ce faire, il renforce l'infrastructure et les capacités de recherche en Afrique de l'Ouest en matière de changement climatique et met en commun l'expertise des pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Allemagne. Conformément à sa constitution, la 5e session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue le Boureima Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali, par visioconférence. Après délibération, le Conseil des ministres de Wascal a adopté les résolutions suivantes. Approbation du rapport sur l'état d'avancement de la gestion 2021-2023 de la direction exécutive de Wascal, ratification de l'adhésion de la République de Guinée à Wascal le 21 novembre 2023, révision de la Constitution sur la nomination des représentants des pays au conseil d'administration de Wascal, proposition relative à la nomination des membres du conseil d'administration au poste de direction de l'exécutif de Wascal, adoption de la proposition de vision intitulée Wascal, institution des références en matière de lutte contre le changement climatique en Afrique de l'Ouest, l'état des lieux, impact et perspectives. Adoption des orientations sur la manière de développer davantage l'institution pour qu'elle ait un impact dans les pays membres respectifs. Le conseil d'administration de Wascal a remercié le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali pour avoir su donner les orientations nécessaires pour l'organisation de cet événement, malgré les nombreux défis auxquels sont confrontés les pays de la sous-région. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de la pose de la première pierre de l'usine d'égrainage de Kokofata. La compagnie malienne pour le développement du textile dispose aujourd'hui d'une capacité d'égrainage de 640 000 tonnes pour une production de 690 000 tonnes de coton-graine. Sur cette quantité, 82 000 tonnes sont produites par la filiale ouest située à Kita, qui ne dispose que d'une seule usine d'égrainage de 45 000 tonnes. En vue donc d'augmenter la capacité d'égrainage de la filière ouest, il est apparu nécessaire de construire une nouvelle usine à Kokofata, secteur dans lequel il est produit environ 50 000 tonnes de coton graine. La construction de l'usine d'égrainage de Kokofata permettra entre autres de doubler la capacité d'égrainage dans la filière ouest de Kita qui passera de 45 000 tonnes à 90 000 tonnes de coton graine, de créer 250 emplois et de la fibre. Le coût total de l'investissement est de 22 milliards 411 millions et un emprunt de 14 milliards de francs CFA contracté auprès de la Banque de développement du Mali. De l'organisation de la Journée de la Poste. L'Union postale universelle constitue le principal forum de coopération entre les acteurs du secteur postal. Son objectif principal est de promouvoir et de réguler le service postal mondial en facilitant la coopération entre les services postaux de ses États membres. La célébration de la journée de la Poste est prévue le 14 décembre. Cette célébration sera axée sur deux événements majeurs, à savoir un espace d'échange sur les opportunités et les défis de cette journée. Des recommandations seront formulées aux différents niveaux et décisionnels afin de trouver des solutions idoines aux problèmes du secteur postal malien, qui est un outil de souveraineté nationale et un acteur clé de l'inclusion sociale et financière. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée, par une augmentation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.
Rentrée solennelle 2023-2024 des cours et tribunaux après les vacances judiciaires, ces deux supérieurs de la magistrature, le colonel Assimi Goïta. C'est un rendez-vous annuel qui marque le démarrage des activités judiciaires au niveau des cours et tribunaux. Une audience solennelle instituée au Mali depuis 1986. La rentrée des cours est également une occasion de dialogue entre la grande famille judiciaire et les pouvoirs publics sur les problèmes des juridictions et les questions d'actualité. Pour en savoir davantage sur le sens, la portée et le thème de cette rentrée des cours et tribunaux, Sira Batili a approché le secrétaire général de la Cour suprême, Nohum Boiré, suivant cet entretien. C'est une tradition et c'est une occasion de dialogue, d'échange entre la famille et les membres de la famille judiciaire, parce qu'on voit la contribution du bâtonnier, du procureur général qui représente le parquet, le ministère public, et il y aura des discours d'ouverture du président de la Cour suprême. Autour d'un thème, donc il y aura des échanges, et c'est l'occasion de traiter des problèmes auxquels sont confrontées les juridictions. Quel est l'intérêt de la rentrée des cours et tribunaux pour la famille judiciaire et pour le public? L'intérêt pédagogique qui aura lieu. Le rapporteur va développer les sujets, il va traiter les sujets. Le bâtonnier va aussi traiter les sujets du thème. Et le président de la Cour aussi va aborder, le public aussi va intervenir. Justice et citoyenneté dans un Mali nouveau, un thème que vous avez choisi pour cette édition. On peut savoir le pourquoi du choix de ce thème? Le thème justice et citoyenneté dans le Mali nouveau a été choisi pour montrer que nous voulons jouer de la refondation. Le peuple a fait beaucoup de recommandations concernant la justice. Et on a demandé à la justice de créer un citoyen modèle, de lutter efficacement contre la corruption, contre la délinquance financière et économique. Nous sommes au service du peuple, et raison pour laquelle on a choisi ces thèmes. Et la justice doit jouer toute sa partition dans l'œuvre de refondation nationale, dans la création d'un citoyen de type nouveau. Et cette citoyenneté, c'est vrai, ça confère des droits, comme le droit de voter, les droits à la santé, les droits à l'éducation, et des droits aussi à être traités de façon égalitaire devant les services publics, devant la loi. Mais ça contient aussi des devoirs. Parmi ces devoirs, il y a ce qu'on appelle le respect de la chose publique et le respect des lois. Ce serait présidé par le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, la rentrée solennelle 2023-2024 des cours et tribunaux, c'est demain, jeudi 7 décembre. Une délégation de l'Agence d'électrification rurale du Burkina Faso en voyage d'études et de partage d'expérience au Mali a été reçue par le président du Haut Conseil des collectivités. Tout comme la Madère au Mali, cette agence burkinabé travaille pour les populations locales. Je vous propose d'écouter Roger Ouedraogo, chef de la délégation du Faso. Il est au micro de Aridou Matina. Ce voyage d'études s'inscrit dans le cadre du programme national Africa Medical Programme, qui est un projet financé donc par le PNUD et le FEM et mis en œuvre au niveau du Burkina Faso par l'ABER, qui est l'agence burkinabé de l'électrification rurale. Alors, nous sommes venus ici au Mali pour échanger donc avec la Madère, qui est la structure sœur au niveau du Mali, sur donc les aspects liés donc à l'électrification rurale. Nous avons été reçus donc par le président du Haut Conseil des collectivités, qui nous a donc partagé l'expérience de leur collaboration avec la Madère, les résultats donc que la Madère a pu obtenir. Il nous a également donné donc le niveau donc de leur collaboration qui est très appréciable, parce qu'au niveau du Burkina également, il y a donc une collaboration entre l'ABER et les collectivités à travers donc un protocole. Et le travail que l'ABER fait au niveau du Burkina Faso, c'est la même chose que la Madère fait au niveau du Mali. C'est au profit donc des populations locales. Une délégation du Fonds Maya avec à sa tête le directeur du Fonds africain du Fonds Maya a été reçu en audience par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les activités du Fonds Maya étaient au centre de cette rencontre. Pour plus de précisions, écoutons Mohamed Doumbia, directeur du Fonds africain et du Fonds Maya au micro de Boubacar Bablin Touré. Après 10 ans d'action, 10 ans d'impact sur le financement de la culture au Mali, nous avons souhaité rencontrer nos institutions pour faire part pour nous permettre de mener à bien ce que nous faisons depuis 10 ans
de financer le secteur culturel malien et de renforcer la capacité des artistes. C'est une grosse question de compréhension. Le fonds Maya a un certain nombre de financements qu'on appelle par exemple le FUSA, le Fonds d'urgence et de solidarité, qui a accompagné beaucoup les acteurs au moment de la Covid, qui ont bénéficié d'une dotation de 1 000 euros, en fait 650 000 francs par an. Et ça fait partie. Les subventions depuis 10 ans, mais aussi surtout le Fonds de solidarité, qui a permis au jour d'aujourd'hui, pendant les 10 ans, d'accompagner environ plus de 2000 artistes maliens. Les travaux de l'atelier sur la 4e République démarrent demain jeudi, placés sous le thème rôle et responsabilité des acteurs sociopolitiques et institutionnels. Cette rencontre va durer 2 jours. 5 panels sont prévus, dont le Malien au cœur de la 4e République et la gouvernance politique et institutionnelle. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles donne plus de précisions sur cette rencontre d'envergure nationale. Fatoumata Sekou Diko est au micro de Mohamed Kantao. Le 22 juillet passé, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a signé le décret de promulgation de la nouvelle constitution qui acte ainsi l'avènement de la 4e République. Et donc l'avènement de cette 4e République qui répond à une des attentes fortes des assises nationales de la refondation comporte beaucoup d'innovations, notamment en termes de gouvernance globale. Donc il s'agit de mobiliser les acteurs autour de ces innovations, de faire en sorte qu'ils s'approprient les nouveaux. Et dans cette dynamique, c'est important de réunir ces acteurs concernés, de faire en sorte qu'ils débattent de cette nouvelle constitution, d'être au même niveau d'information pour assurer un accompagnement pertinent de la transition. Il y a 5 panels qui sont prévus et qui seront animés par des panélistes que nous avons voulu vraiment de haut niveau. Le premier panel porte sur le Malien au cœur de la 4e République, la citoyenneté et les valeurs. Le second panel porte sur la gouvernance territoriale et administrative. Le troisième panel porte sur la gouvernance politique, institutionnelle et électorale. Le 4e panel porte sur la lutte contre la corruption et le 5e panel porte sur la défense nationale dans ses composantes militaires et civiles. C'est de faire en sorte de mieux outiller ces acteurs-là pour qu'ils nous servent de relais auprès d'une masse critique des Maliens pour accompagner de manière assez pertinente les autorités de la transition qui ont pris à leur compte cette demande forte des populations maliennes d'amener une refondation de notre pays. Unis dans l'action pour sauver les objectifs de développement durable pour, avec et par les personnes handicapées. C'est sous ce thème que la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap a été célébrée. Aliou Abdoulaye. Des scènes de joie et d'allégresse parce que les actions comptent plus que les mots. Le conseiller spécial chargé des œuvres sociales du président de la transition a procédé à la remise d'une vingtaine de motos tricycles, des appareils de transformation alimentaire, des sacs de riz, de pâtes d'eau. Toutes ces actions, c'est aider les personnes vivant avec handicap à leur autonomisation, à leur intégration dans la société et leur dire qu'ils ne sont pas oubliés. Le président l'a dit, il ne partira sans aucun Malien. Le président a acheté à peu près 800 cartons de craie blanche et en couleur à l'UMAV pour montrer aussi que c'est qu'eux aussi peuvent faire. Très reconnaissante au nom des bénéficiaires, la porte-parole a loué les gestes. Cette donation témoigne une fois encore de la vitalité et de l'engagement de la présidence de la transition et vient couronner les énormes efforts déjà consentis dans le cadre de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La présidente de la FEMA a salué la nomination de 4 membres de l'aire fêtière au CNT. Aussi, l'adoption et la signature du décret d'application de la loi relative aux droits des personnes vivant avec un handicap, avant de plaider pour la célébration de la journée du 3 décembre sur toute l'étendue du territoire national.
La délégation de haut niveau conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop est arrivée ce matin en Chine. La délégation comprenant 3 membres du gouvernement, des conseillers du président de la transition, des affaires entre le Mali et la Chine. La diplomatie, les finances et l'industrie seront au centre des rencontres connues. Le nouveau gouverneur de la région de Kidal a prêté serment ce mercredi au tribunal de grande instance de Kidal, transporté dans la région de Gao. Face au président du tribunal de grande instance de Kidal, Abdoulaye Mangara, le général de division El Hadj Gamou s'est engagé à faire respecter les décisions gouvernementales dans la 8e région administrative du Mali. À l'entame de cette cérémonie de prestation de serment, une minute de silence a été observée en hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées pour la patrie. En escale à Gao pour la prestation de serment d'entrée en fonction. C'est dans une ambiance festive que la population de la cité des Askés a accueilli le général de division El Hadj Gamou, nouveau gouverneur de la région de Kidal. Les témoignages de nos envoyés spéciaux, Benoro Fofana et Taeb Adiawiakoui. Le tout nouveau gouverneur de Kidal, le général de division El Hadj Gamou, reçoit les honneurs de la population de Gao. Femmes, hommes, jeunes et vieux, personne ne voulait se faire raconter l'arrivée de ce patriote, digne fils du pays. Après avoir parcouru un trajet long de 4 km pris d'assaut par les Gaois, le général de division El Hadj Gamou a été reçu au gouvernorat de Gao par le général de division Moussa Traoré. Les retours de l'administration à Kidal, le temps est donné ce mardi à l'aéroport. L'équipe qui vient de prendre la direction de la 8e région administrative du Mali est composée de l'État. Avant leur départ, ils ont reçu les conseils du ministre de l'administration territoriale et du ministre en charge de la réconciliation nationale. Nous retrouvons Benoko Fofana et Taeba Diawiakoui. Dispositif inhabituel ce mardi matin à la base 101 de Sénou. Il s'agit de la mise en route du tout nouveau gouverneur de la région de Kidal et ses proches collaborateurs. Un signe annonciateur du retour de l'administration malienne dans cette partie septentrionale du Mali. C'est une mission extrêmement importante pour moi en tant que ministre en charge des questions de réconciliation, dans la mesure où l'un de mes objectifs, c'est vraiment le retour des populations qui ont quitté la ville, la localité de Kidal, par crainte des conséquences des affrontements entre nos vaillantes forces de défense et de sécurité et bien sûr avec les groupes terroristes et leurs alliés. Le retour de ces populations forcément ne peut se faire qu'avec un cadre administratif bien organisé et qui n'était pas en place. Avec le départ de cette mission, je vous assure, nous aurons un bon cadre en place qui va permettre le retour de ces populations. Nous sommes porteurs d'un message très important de la transition. Chef de l'État, c'est de vous témoigner toute sa gratitude et toute sa fierté. Nous avons l'habitude de voir des missions partir à Kidal, mais la mission de ce matin est une mission particulière. Elle est d'autant ceci matérialise, en tout cas à suffisance, la volonté de nos plus hautes autorités de donner corps au retour de l'administration et des services sociaux de base. Ce que je vais vous demander est rester en équipe. Un bon officier, le chef de l'exécutif de la région de Kidal dit mesurer le poids de la mission à lui confier. Il s'agit de la paix, la cohésion et le vivre ensemble dans une région où tout est priorité. La Convention des Nations Unies contre la corruption a 20 ans cette année. L'organisation internationale célèbre l'événement sous le thème « Unir le monde contre la corruption ». Au Mali, le flambeau de cette célébration est porté par l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Batraouri. Selon le président de l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, 86% des jeunes au Mali étaient favorables à la corruption en 2016. C'est là l'adoption en 2023 de la Convention des Nations Unies contre la corruption est la preuve de l'engagement de tous contre le fléau. 20 ans après cette adoption, le fléau demeure toujours et doit être combattu, d'où le thème de cette édition de 2023, à savoir Convention des Nations Unies contre la corruption à 20 ans, unir le
monde contre la corruption. C'est justement pour apporter sa contribution au combat que l'OCLEI initie cette rencontre. L'OCLEI, conformément au texte, attache un intérêt et un prix élevé à la concertation et à la coopération en vue et afin de développer la collaboration entre tous les acteurs impliqués directement ou indirectement dans la lutte contre l'enrichissement illicite. Je reste convaincu que vous allez accorder toute votre attention à cette conférence en vue de vous approprier de cette convention et d'en faire un bréviaire dans l'exercice des missions publiques qui vous sont confiées. La rencontre s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre de chaque année. Dans la région de Badiangara, l'ONG Direct Aid, centre de Badiangara, a procédé à la distribution gratuite des vivres et des non-vivres à 400 déplacés internes de la localité. Sur le financement de Koweït, l'activité a été mise en œuvre. Ils sont au total 400 ménages déplacés internes de la région de Badiangara qui viennent de bénéficier de cette financement du Koweït. Elle a été mise en œuvre par le service local du développement social et de l'économie solidaire de Badiangara. L'objectif visé par cette donation, c'est pour les soutenir. Ils sont là dans les conditions difficiles. Donc vraiment, c'est une aide à leur faveur. Nous remercions le Tout-Puissant qui nous a permis de venir au secours de nos frères déplacés. Un acte noble que tout musulman doit accomplir. Cette donation fait suite à une demande des autorités régionales. Les 400 ménages ont reçu chacun 25 kg de riz, 25 kg de mil, 5 kg de sucre, 5 litres d'huile, un carton de spaghettis, une moustiquaire et une couverture pour un coût de plus de 18 millions de francs CFA. Direct Aid démontre à suffisance que le Mali n'est pas seul en nos populations. Soyez sûr d'une chose, que nous sommes là pour atténuer la souffrance de nos populations. Direct Aid mène des activités de développement à l'endroit des couches vulnérables, entre autres les patients, les orphelins. Les structures d'État et les projets maliens s'activent à la COP28. Ils participent à des sessions de communication et de plaidoyer. L'objectif est de pouvoir obtenir des financements pour la mise en œuvre des initiatives de lutte contre le changement climatique. Nos envoyés spéciaux, Salimata Ndao et Idrissa Traoré, ont rencontré certains participants suivant leurs interventions. Aujourd'hui, nous nous sommes dit que c'est un lieu de plaidoyer. Donc aujourd'hui, nous nous sommes prêts de nous faire assister. Nous avons voulu vraiment faire cette présentation au public pour leur dire toute l'importance d'abord du fleuve Niger pour le Mali, mais aussi de tous les dangers que ce fleuve court pour vraiment la sauvegarde du fleuve Niger et aussi à travers des grandes études et la formulation d'autres projets. Et entre autres projets, nous avons effectivement le projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger, dont nous avons présenté les acquis ici. Le projet a beaucoup travaillé sur certains axes du fleuve Niger. Et au niveau de ces axes-là, il y a beaucoup d'activités qui ont été menées avec la participation communautaire, les femmes, les jeunes, les leaders religieux, les chefferies traditionnelles, ce qui a donné de très bons résultats. Et les ouvrages qui ont été exécutés sont en train d'être entretenus par les populations. Les ministres des différents pays de la Grande Muraille Verte, sous l'égide du ministre nigérien en charge de l'environnement, ont bien souhaité se revoir, en tout cas pour parler d'une même voix, aller vers les partenaires, solliciter des financements, échanger et discuter même l'état actuel de la mobilisation des ressources pour l'initiative de la Grande Muraille Verte. Nous allons surtout discuter aujourd'hui lors de cet événement des défis liés aux catastrophes naturelles et au changement climatique et quels sont les moyens de résilience que le Mali a mis en place. Nous avons plusieurs rencontres. Nous cherchons des financements surtout dans le cadre du projet parce que le projet Hydromet Mali arrive à son terme en janvier 2025. Donc probablement si on arrive à trouver un financement pour une deuxième phase du projet, ce serait l'idéal.
Le Mali à l'aide de l'aviation civile internationale OACI, faire progresser l'innovation pour le développement de l'aviation mondiale internationale. Tel est le thème choisi cette année. À cette occasion, je vous invite à suivre un extrait du message du ministre des Transports et des Infrastructures Dambélé Madina Sissoko au micro de Boubacar Kanouté. La République du Mali s'est dotée d'un code de l'aviation civile qui entretient un arsenal juridique conforme aux normes réglementaires de l'OACI. Le Mali est également un bon exemple de coopération avec la conclusion d'accords sur les services aériens et en matière de recherche et de sauvetage d'aéronefs. L'adhésion de l'OACI s'accommode pour les États membres de l'appartenance à des organismes régionaux et communautaires qui participent au développement du transport aérien. À cet égard, le Mali est notamment membre de l'ASECNA et de la CAFAC. Cette ouverture contribue au renforcement de la coopération entre les États, au brassage des peuples et au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les États. Les programmes de formation en sûreté de l'aviation civile sont exécutés à la satisfaction des agents nationaux, de la police nationale et des douanes maliennes. En lien avec les retraits de la MINUSMA, le gouvernement de la transition a entrepris les démarches aux fins de réaliser dans les meilleurs délais les activités nécessaires pour la réhabilitation, la mise en service et l'ouverture des aéroports de l'intérieur au trafic public. Notre pays abrite également demain, jeudi, à travers le ministère des Transports et des Infrastructures, le Forum international sur la prévention routière. Quels sont les enjeux de cette rencontre d'échange et quel est l'intérêt de cette initiative pour notre pays? Pour les éléments de réponse suivants, cette intervention de Ousmane Maïga, directeur général de l'ANASER. Notre pays va abriter les 7 et 8 décembre 2023, le Forum international sur la prévention routière. Le Mali assure la présidence de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest depuis 2016. Et donc à ce titre, nous avons initié ce Forum international sur la sécurité routière. Quand vous regardez un peu les statistiques d'accidents de la circulation routière au niveau mondial, notre continent, le continent africain, a le taux le plus élevé, l'ordre de plus de 20 tués pour 100 000 habitants. Alors que les pays développés, ils sont dans une moyenne de 12 tués pour 100 000 habitants. Ce qui est inacceptable pour notre continent. D'abord, pour convier tous les pays membres de l'Australie que nous présidons, donc les 15 pays membres de la CEDEAO. Ensuite, nous avons fait appel à des experts internationaux. Nous avons donc échangé sur un certain nombre de piliers qui constituent l'ossature même de la sécurité routière. Au Mali, nous avons divisé ces piliers-là en 6. Nous allons d'abord, c'est un atelier qui sera consacré à la sécurité de la route et la sécurité des véhicules. Pour le troisième atelier, nous allons surtout parler des comportements des usagers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Également de tout ce qui concerne la vitesse. Le cinquième atelier, nous allons parler des post-accidents. Et le dernier atelier que nous allons faire, qui n'est pas le moindre, c'est le financement. On va financer toutes ces activités. Et nous pensons qu'à l'issue de ce forum, nous pourrons avoir ces plans d'action qui couvrent la période 2021-2025. Un pas de plus vers l'opérationnalisation effective de la certification de la signature électronique en République du Mali. Ces mots sont du secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, non moins président du comité de signature électronique. C'était lors de l'ouverture de la 4e session ordinaire du 10 comité. Mariam Koné et Abdul Salam Bambara. À l'ère du numérique, les avantages de la certification et de la signature électronique ne sont plus à démontrer pour le développement de l'administration publique, aussi bien que pour le secteur privé. C'est pourquoi le comité de certification et de signature électronique se réunit pour sa 4e session ordinaire. Nous sommes réunis en ce jour pour un pas de plus vers l'opérationnalisation effective de la certification et de la signature électronique en République du Mali. Cette opérationnalisation, car ce service va permettre aux citoyens et aux entreprises de bénéficier de services électroniques sécurisés, il va également contribuer à la promotion de l'e-gouvernement et de l'e-commerce au Mali.
Il est attendu des participants à cette session de faire l'état des lieux de l'opérationnalisation effective du service de certification et de signature électronique et de proposer des actions concrètes. Sur la table, également la demande d'autorisation du QR code de l'Agence pour la promotion de l'investissement. Le comité aujourd'hui va statuer sur la question et permettre vraiment à ce genre. Et nous sommes un nouveau service, nous sommes en cours d'opérationnalisation, nous avons un projet sur 3 ans, mais avec un budget assez conséquent. Le comité comprend 18 membres. Il est l'organe délibérant qui a pour 74%, c'est le taux de réalisation des activités du projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs. Le projet vient de tenir son 3e comité depuis le Moussa Papa Aydra. Les membres du comité de pilotage du projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs Mérite sont réunis pour la 3e fois. Ils valident le programme de travail et de budget annuel PTBA portant sur les activités du projet à réaliser en 2024. Le dit projet vise surtout à améliorer de façon durable l'accès des populations rurales à des énergies renouvelables et à la productivité des sols. L'un des mérites du PNU. Le bilan pour l'exercice 2023 est satisfaisant. La construction des biodigesteurs, la mise en place des parcelles fourragères, la dotation des producteurs en semences fourragères, l'élaboration et la diffusion de la stratégie. Ce programme pour l'exercice 2024 a fait d'atteindre un plus grand niveau de résultats. Il faudra amplifier les activités. Donc, il y aura 150 périmètres maraîchers qui seront réalisés au bénéfice de nos dames rurales. Nous allons installer plus de 600 kits photovoltaïques au niveau rural, en plus des biodigesteurs. Pour une durée de 6 ans, le projet Mérite est financé par le FIDA et doit atteindre 42 000 ménages, dont au moins 50% de femmes et 30% de jeunes dans les régions. Le Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'octobre 2023, en cours, une séance plénière se tiendra demain jeudi 7 décembre 2023 et jour suivant. L'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Adoption des procès-verbaux. 2. Délibération sur les projets et propositions de loi. 3. Communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako, CICB. Le président du Conseil national de transition sait compter sur la bonne compréhension de tous. Lancement officiel ce mercredi ici à Bamako du projet autonomisation des femmes dans la santé. Cette initiative du Fonds d'appui des Nations Unies pour la population vise à renforcer l'effectivité des sages-femmes dans les zones reculées du Mali et faciliter l'accès des femmes jeunes et adolescentes aux services de santé sexuelle et reproductive et les foncières. La formation et le déploiement des sages-femmes, l'assistance aux victimes des VBG et l'amélioration de l'accès des femmes, jeunes et adolescents aux services intégrés de santé sexuelle et reproductive. Voilà les principales activités et dont le lancement vient d'être effectué, s'intitule « Autonomisation des femmes dans la santé ». Il est financé à hauteur de 3 milliards de francs CFA par la coopération luxembourgeoise. Pour renforcer l'État du Mali dans sa quête pour stabiliser et assurer la santé de la femme, avant tout la santé maternelle et la réduction de la mortalité maternelle et néonatale à travers l'autonomisation justement des femmes. La santé est au cœur de tous les objectifs de développement durable et reste un secteur prioritaire de la coopération luxembourgeoise, tout comme les secteurs du développement rural et de la formation professionnelle. En matière de santé, la disponibilité des ressources humaines est un problème dans plusieurs localités du Mali. Et ce projet envisage de renforcer l'effectivité de ces dernières dans les zones reculées. Selon les statistiques nationales, le Mali est encore loin, comme on l'a dit, de la norme recommandée par l'Organisation mondiale de la santé qui est une sage-femme pour 5 000 habitants. En plus de la répartition des sages-femmes sur le territoire national. En effet, près de la moitié de la population vit en milieu rural. Au total, plus de 381 000 personnes vont bénéficier de ce projet dans les régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso, Gao, Tombouctou
Kidal et les districts de Bamako, et cela durant 2 ans. Le Conseil régional de la société civile du district de Bamako manifeste son soutien aux forces armées maliennes pour leur brillant succès. C'était à la faveur des meetings qui a enregistré la participation des différentes couches de la société civile du district de Bamako. Le point avec Aridju Matina. La mobilisation du peuple malien pour soutenir et rendre hommage aux femmes ne faiblit pas. Le Conseil régional de la société civile du district de Bamako, à travers ses meetings, salue les forces armées maliennes pour leur mission régalienne de défense et de sécurisation du pays. Cette victoire des femmes est une victoire pour la République. Aujourd'hui, les éléments des forces ont pu chasser les djihadistes. Ils ont pu chasser les terroristes. Donc on leur dit chapeau. Et il est quand même normal que nous, en tant que société civile, que nous venons leur dire merci. Lors de ces meetings de soutien, des personnes handicapées, FEMAF, profite du 3 décembre, journée internationale des personnes vivant avec un handicap, des personnes handicapées. Nous avons un partenariat avec les personnes vivant avec le VIH. Et ce partenariat n'a pas... C'est difficile à supporter. Les données du Haut Conseil national de lutte contre le sida démontrent que 119 000 personnes vivent avec le sida au Mali, parmi lesquelles les personnes... Donc il est important que nous accompagnions cette couche. L'orchestre Benso, le choral Herma Plus et la troupe théâtrale UNESCO ont tenu en haleine le public tout en le sensibilisant sur l'importance du dépistage volontaire du VIH et du sida. Une équipe mobile était même sur place pour la circonstance. En battant le Silidam de la Guinée 3-0, c'était hier lors du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine jouée au stade Lat Dior de Thiès au Sénégal. Envoyé spéciaux Astan Soumaré, Gaussou Achtouré. Les Aigles dames seront bel et bien à la phase finale de la CAN féminine Maroc 2024. Pour ce deuxième et dernier tour, les dames de l'entraîneur Houssen Saloum Mohamed avaient à cœur de profiter du faux pas des Guinéennes battues lors de la manche aller 7-2. Le Silidam n'a pas fait le poids au retour. Tout a commencé par un but de Fatmata Diarra à la 41e minute. Suffisant défense hésitante des Guinéennes et obtiennent 2 autres buts à la 57e. Je dirais que nous sommes enthousiastes parce que nous avons les 2 pieds maintenant à la CAN 2024 qui se déroule au Maroc. Donc nous en sommes ravis et nous sommes fiers de notre parcours qui n'a pas été du tout facile. La participation à une phase finale demande un minimum de préparation. Le ministre chargé des sports fait le nécessaire pour motiver les joueuses. Nous venons de loin pour qui connaît cette équipe qui était par rapport à la CAN 2022. Et nous avons franchement passé des moments difficiles avant d'en arriver là. Maintenant, je demande aux autorités, au ministère des Sports et à la fédération, franchement, de nous accompagner. Sans l'accompagnement, ça va être très très compliqué. À l'aller à Bamako, la capitaine Fatmata Karantao et ses coéquipières. Après cette édition, vous pouvez suivre une édition spéciale sur les états généraux de la jeunesse, à une présentation de Abdoulaye Sako. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.